Bonjour à tous, merci de choisir Sen Radio pour vous informer à la une de l'actualité de ce midi. Le ministre de la Pêche attend lui pour jouer les médiations. Alioune Ndoye rencontre à l'instant à huis clos les acteurs du secteur de la pêche après les affrontements qui ont occasionné des blessés, des dégâts et plus de 30 personnes placées sous mandat de dépôt au cœur de ce problème. La question des licences de pêche, nous aurons les précisions avec Yves Tandeng dès le début de cette édition. Et la tension qui ne faiblit pas au sein de l'ASBEF, les travailleurs ont initié une marche ce matin, marche de protestation mais surtout une marche pour alerter l'opinion internationale et les autorités sur la situation délétère qui prévaut à l'ASBEF. Les travailleurs exigent le départ de la directrice exécutive accusée de mauvaise gestion. Babacar Samb a suivi la marche à Dakar. Et puis nous parlerons de l'anniversaire de la disparition de Cheikh Anta Diop, 34 ans, après une conférence inaugurale à l'UCAD sur le legs de Cheikh Anta Diop à la jeunesse africaine. Le savant sénégalais était convaincu de l'importance de l'unité africaine pour la survie du continent. L'héritage politique du professeur Cheikh Anta Diop, ses héritiers n'ont pas pu le perpétuer selon l'enseignant-chercheur en sciences politiques Moussa Diaw. Vous entendrez son analyse dans cette édition. La page sport sera avec El Hadj Malick Ndiaye, la revue de presse avec Ndeye Mariam Ndiaye, avec Hapsa Eliman Wane et la page culture avec Amadou Moustapha Dian pour compléter Sud Midi mise en onde par Alsan Wane. Bonjour à tous. Direction Saint-Louis où le ministre de la Pêche Alioune Ndoye rencontre à l'instant les acteurs du secteur. Une rencontre à huis clos à Saint-Louis après les violents affrontements cette semaine, des affrontements qui ont occasionné des blessés, des dégâts matériels et plus de 30 personnes placées sous mandat de dépôt hier pour divers délits. À l'origine, la question des licences. Yves Tandeng, bonjour. Bonjour Yves Sognan. Le ministre de la Pêche est sur place, le médiateur est attendu alors que la tension reste toujours latente à Saint-Louis. Vous l'avez dit, Yves Sognan, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Alioune Ndoye, est bel et bien venu ce matin ici à Saint-Louis et il tient depuis ce matin une réunion à huis clos au niveau donc de la gouvernance de Saint-Louis où il rencontre présentement les différents acteurs de la pêche. Même ce ne sont pas tous les acteurs du secteur car certains responsables de pêcheurs ont été interdits d'accès à la salle de réunion car n'étant pas invités à y prendre part. Une déclaration donc du ministre Alioune Ndoye est donc attendu par la presse à la fin de cette rencontre. Il est certainement donc question dans cette réunion d'arrondir les angles afin de trouver une issue heureuse au problème de la pêche. Les pêcheurs donc qui, pour rappel, avaient manifesté mardi dernier leur colère par rapport au retard dans le renouvellement des licences de pêche, lesquelles licences qu'ils devaient recevoir depuis le 1er janvier, mais jusque-là en vain. Une situation donc qui avait occasionné donc des suites donc de rudes affrontements mardi dernier, beaucoup de dégâts matériels, mais également des blessés du côté des forces de l'ordre, mais également du côté des manifestants. Mais également une trentaine de personnes ont été donc interpellées puis déféré et par la suite placé sous mandat de dépôt depuis hier soir. Une décision qui avait donc décrié l'avocat de la défense, Maître Alioune Abatalib Gueye, qui estime que les forces de l'ordre se sont trompées complètement de cible car d'après lui, sur les 31 personnes arrêtées, il n'y a que 4 pêcheurs et qui ne sont même pas de Guet-Ndar. Donc le colonel à la retraite de l'armée, colonel Abdourahim Kébé, lui également, il a été interpellé, mais puis libéré dans l'après-midi. Signalez également que le médiateur de la République, vous l'avez dit, Maître Alioune Badr Cissé, lui aussi est attendu ce matin ici à Saint-Louis. Il est déjà là et il compte donc également faire des visites au niveau des différents endroits qui ont été saccagés, notamment la Sénélec et le centre de documentation et les archives de l'OMVS. Mais également il compte rencontrer les différents acteurs de la pêche. Voilà donc ce qu'on peut retenir ici par rapport à tout ce qui se passe présentement ici au niveau de la ville tricentenaire d'où vous a parlé Yves Tandeng pour Sud-FM. Merci beaucoup Yves Tandeng. La réunion se poursuit en ce moment même entre le ministre de la Pêche Alioune Ndoye et les différents acteurs du secteur. Cela fait suite donc aux violentes manifestations des pêcheurs de Guet-Ndar qui réclament des licences de pêche. Il y a eu des dégâts matériels importants, une trentaine de personnes
placé sous mandat de dépôt hier pour divers délits. Rappelons que le médiateur de la République compte également rencontrer les acteurs à Saint-Louis cet après-midi. La tension ne faiblit pas. À l'ASBEF, les travailleurs ont battu ce matin le macadam du rond-point Liberté 6 aux locaux de l'association sénégalaise pour le bien-être familial. C'est pour alerter l'opinion et les autorités sur la situation qui prévaut à l'ASBEF et exiger le départ de la directrice exécutive pour gestion hasardeuse et nébuleuse, Babacar Samb. Le départ sans délai de la directrice exécutive Myriam Mingou demeure la principale exigence des travailleurs de l'ASBEF. Madame, on n'a pas besoin d'elle ici. On en a marre, on est au mur. Sa gestion jugée hasardeuse et nébuleuse, la directrice a fini de montrer son incompétence, martèle les manifestants. Parce qu'elle a élu sa présidente frauduleusement. Et elle veut le départ de notre partenaire financier et technique, l'IPPR. Alors que nous n'acceptons pas le départ de l'IPPR. Elle est incompétente, elle a fait des fraudes, elle a fait du détournement de l'argent. On n'a pas besoin d'elle. Madame. L'ASBEF est une association sénégalaise. Pour le bien-être familial, pas pour le bien-être personnel. On a besoin qu'elle parte parce que c'est la population même qui réclame son départ. Effectivement. Madame. Non, nous on fait appel aux autorités. Surtout que la justice soit faite. Parce que le dossier de l'ASBEF est sur la table du procureur depuis un bon moment, depuis plusieurs mois. Que l'État réagit, que justice soit faite. Parce qu'on sait les dégâts qu'elle a fait. Donc que justice soit faite, c'est tout ce qu'on a besoin. Ça c'est juste le premier pas. Si elle ne quitte pas, les prochaines étapes seront plus dures. Depuis le mois de mai, on court derrière ce dossier qu'elle quitte. On en a marre, on a patienté jusqu'à la fin de son contrat le 31 décembre. Maintenant, elle n'a qu'à quitter parce qu'elle n'a plus de contrat. Moi, c'est Ndiagadien. Moi, je viens soutenir le mouvement parce que j'ai eu, avec ma famille, à bénéficier des prestations de l'ASBEF. Quel est votre sentiment par rapport à cette situation du président? Les populations risquent d'en pâtir. Et là, surtout mon problème, c'est le silence et l'inaction des autorités. Il faut que les autorités réagissent pour sauver l'ASBEF. Pour rappel, 14 travailleurs de l'ASBEF sont déjà licenciés par la directrice qui, à son tour, avait reçu une lettre de licenciement, mais refuse toujours de quitter les lieux. Babacar Samb, il est 12h08 dans nos studios. 34e anniversaire de la disparition de Cheikh Anta Diop, une conférence inaugurale à l'UCAD sur le legs de Cheikh Anta Diop à la jeunesse africaine. La conférence se déroule ce matin. Une table ronde est prévue cet après-midi. D'autres activités demain à Tchaïtou. Le savant sénégalais était convaincu de l'importance de l'unité africaine pour la survie du continent. Il a invité à repenser un nouveau type d'État continental, rappelle l'ancien secrétaire général du RND, professeur Diallo Diop, au micro de Amadou Moustapha Diallo. L'une des contributions substantielles de Cheikh Anta, pensée politique panafricaniste, c'est de montrer que nous ne pouvons pas réformer les États coloniaux que nous avons hérités de l'impérialisme berlinois, la fragmentation. Nous devons repenser un nouveau type d'État continental. Et il dit, l'Afrique est confrontée à une tâche sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Toutes les autres grandes fédérations de l'histoire de l'humanité se sont construites dans le fer, le feu et le sang, par la violence. Il dit, l'Afrique va devoir se fédérer et s'unir, non pas par la force, mais par la persuasion. On doit amener nos compatriotes africains à comprendre que c'est notre intérêt collectif de nous unir et de nous souder en un seul bloc sous une direction unique et avoir donc un État qui soit un État radicalement différent de l'État colonial négrifié là, que nous avons hérité par exemple des Français chez nous. Là, il me semble que les peuples sont dans cette voie-là, mais ce sont avec les dirigeants qui bloquent. C'est pour ça que Cheikh Anta a également dit ça. Si les classes dirigeantes échouent, fédérer l'Afrique, c'est une lame de fond qui partira des bases populaires et fera comme un raz de marée pour imposer l'unification, parce que ce sera devenu une question de survie pour nos peuples. La naissance des mouvements, force dégage et consorts. Ce sera plus puissant que ça. Ça, ce sont les prémices. Il faut que ce soit des mouvements organisés et coordonnés à l'échelle continentale. Professeur Diallo Diop au micro de Amadou Moustapha Dian. Parlons de l'héritage politique du professeur Cheikh Anta Diop. Ses héritiers n'ont pas su le perpétuer. Selon l'enseignant-chercheur,
en sciences politiques, Moussa Diaw. Pour ce professeur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, le parti du panafricaniste, le RND, est devenu l'ombre de lui-même. Il ne pèse pas lourd sur l'échiquier politique. Professeur Moussa Diaw, interrogé par Habsa Emmanuel. Ce qu'on retient de Cheikh Anta Diop, c'est d'abord son héritage dans le domaine scientifique. D'abord, c'est ça qu'il faut souligner, qui a une dimension internationale. Et maintenant, si on veut revenir sur son legs politique, c'est que depuis qu'il a disparu, son parti, le RND, est devenu l'ombre de lui-même parce que tout simplement, il n'a pas préparé un héritier et ceux qui l'ont succédé n'avaient pas la aura à sa dimension. Ce qui veut dire tout simplement que le parti est devenu l'ombre de lui-même parce qu'il n'a pas les bases et les dimensions au niveau de la réflexion politique pour pouvoir prospérer au niveau national et africain. Même si Cheikh Anta Diop a laissé quand même une base idéologique qui est là, c'est-à-dire le panafricanisme qui était au cœur de sa réflexion, de son activité politique et de son ambition à réunir et fédérer les États africains de manière à ce que l'Afrique pèse lourdement sur le plan international et constituer aussi un espace d'intégration et de solidarité internationale et surtout taire les conflits. C'était ça l'ambition du professeur Cheikh Anta Diop. Mais malheureusement, même si les héritiers essaient de faire remarcher la machine, il reste encore beaucoup de contraintes qui sont grandement liées à des ressources humaines de qualité, c'est-à-dire des héritiers politiques capables de mener le combat au niveau national et de recruter davantage de jeunes et qui s'identifient parce que il a laissé un héritage idéologique de s'identifier à son courant de pensée au niveau africain et de pouvoir jouer ce rôle-là au niveau national et africain. Malheureusement, on constate que ce legs-là politique n'a pas été bien reconstitué, redynamisé par ceux qui l'ont succédé. Professeur Moussa Diaw, enseignant chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, interrogé par Habsa Emmanuel. L'importance de l'alphabétisation des populations dans leur propre langue, un enjeu capital qui épouse la dimension du développement économique, social, culturel et intellectuel théorisé par le professeur Cheikh Anta Diop. Le professeur Aboubakry Moussa Lam, historien, disciple de Cheikh Anta Diop, revient sur cet enjeu capital et déplore le manque de volonté politique. Le voici avec Amadou Moustapha Dia. La langue maternelle, c'est le pulaar, donc j'écris en pulaar. Ce que je dis est valable pour le wolof. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert à travers les correspondances ou en discutant avec les gens, c'est que moi j'ai fait combien d'années à l'université pour avoir tous ces savoirs-là. Mais je les mets dans des livres, celui qui n'a pas été à l'université, qui sait tout simplement lire dans sa langue, il arrive au même niveau de connaissance que moi pratiquement. Donc c'est un raccourci. Quand quelqu'un reçoit un produit, il cultive son champ, on lui dit il faut mettre ça en engrais. Mais si c'est écrit dans sa langue, il ne peut pas se tromper. Il va doser correctement son engrais, il va savoir quel est le mode d'emploi de tel ou de tel produit, puisque c'est dans sa langue. Donc le savoir dans la langue, c'est plus facile. Parce que sinon, les gens auront à faire des dizaines et des dizaines d'années à l'école pour apprendre, pour s'élever au plus haut niveau. Donc on a intérêt à traduire. Nous, on doit faire la même chose. C'est les sciences les plus pointues, on doit les traduire dans nos langues. Tous les produits que nous utilisons, mais toutes choses, on doit mettre ça dans nos langues, parce que ce n'est que comme ça qu'on arrivera à atteindre la masse. Parce que les langues étrangères, là, le français, on arrive à alphabétiser combien de gens? Il y a des déperditions. Et les gens, malgré des années d'apprentissage, ils ne maîtrisent même pas le français. On a des étudiants qui leur donnent des cours, ils ne comprennent rien. Donc, on a intérêt à utiliser nos langues. Et, comme l'a dit Diallo Diop, mais nos langues sont capables de traduire n'importe quel concept, mais il faut les travailler. C'est-à-dire, et ça c'est le rôle des académies. On a mis sur pied l'académie, mais ces académies-là ne travaillent pas. Non, on a mis sur pied des académies. Moi, je sais qu'il y a une académie pour chaque langue, mais les gens ne travaillent pas. Et comme l'a dit Boubou, c'est la société civile qui se substitue. Parce que l'académie, c'est l'État qui subventionne. Le 34e anniversaire de la disparition de Cheikh Anta Diop célébrait aujourd'hui. La conférence inaugurale
se déroule à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'anniversaire donc se poursuit, la commémoration de sa disparition demain avec une visite à Tchaïtou. La question également évoquée dans la page culture, ce sera tout à l'heure après la page sport avec Amadou Moustapha Dian. Et puis renforcement de la participation des femmes et leur implication dans les initiatives de paix et de sécurité dans la région de Sédhiou. C'est l'objectif du projet lancé à Sédhiou. Il est porté par le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO avec l'appui financier et technique du Fonds canadien pour les initiatives locales. Ce projet de développement des mécanismes d'alerte et de prévention du terrorisme et de l'extrémisme violent. Donc un défi à relever, estime Diago Ndiaye, la présidente nationale du réseau, interrogée par Moussa. Aujourd'hui, nous étions à Sédhiou pour lancer un projet financé par le Fonds canadien pour les initiatives locales. Donc ce projet porte sur la sensibilisation, la prévention et le plaidoyer, sur la participation politique, la paix, la sécurité des femmes dans la région de Sédhiou. Nous attendons à ce que les femmes soient pleinement et réellement impliquées dans toutes les questions qui se rapportent à leur participation politique, qu'elles puissent être dans les centres de décision, les endroits où l'on parle de gouvernance, de démocratie, comme dans nos collectivités locales, comme dans les services qui sont là à la base, qu'elles soient pleinement associées et qu'elles prennent des actions positives à leur endroit. Nous allons d'abord demain ouvrir notre atelier par un atelier de fabrication d'outils didactiques. Nous l'avons entamé à Dakar, nous venons finaliser ici avec les femmes responsables du RESPECO à la base des départements de Bunkiling, de Sédhiou et de Goudomp. Et à la suite de cela, il y aura une formation avec 30 femmes issues des 3 départements sur des thématiques sur la participation politique, la bonne gouvernance, le leadership, le genre, la paix, la sécurité et même sur la protection des enfants. Nous avons également évoqué des problèmes d'extrémisme violent et de terrorisme. Vous avez entendu le message du gouverneur qui nous demande d'avoir l'habitude de dénoncer. Si on voit un cas suspect dans nos zones, qu'on puisse s'adresser à nos autorités pour un peu dénoncer certaines actions et actes qui se passent dans nos localités respectives. International. Coronavirus, le nouveau virus a contaminé plus de 31 000 personnes et a tué 638 autres. Il a également fait une victime un peu symbolique vendredi en Chine. Li Weilang, un ophtalmologue qui fait partie des 8 médecins arrêtés par la police de Wuhan le 1er janvier dernier pour avoir révélé très tôt les dangers du virus. Il est mort en Chine, a déclaré l'hôpital. Son décès annoncé par plusieurs médias avait soulevé hier une énorme émotion sur les réseaux sociaux en Chine. Les autorités ont ensuite annoncé qu'il se trouvait en soins intensifs, entraînant une confusion. Le docteur est bel et bien décédé. Cet homme de 34 ans, médecin de l'hôpital central de Wuhan, avait attiré l'attention de ses collègues sur le fait que 5 personnes travaillant sur le marché aux animaux de la capitale de la province du Hubei étaient hospitalisées et semblaient avoir contracté un virus proche du syndrome respiratoire aigu sévère. Le gouvernement avait alors parlé de fausses rumeurs. La police de Wuhan l'avait interpellé avec 7 de ses collègues qui ont relayé l'alerte. Le virus depuis s'est propagé et a fait 638 victimes selon le dernier bilan officiel des autorités sanitaires chinoises. Direction le Proche-Orient, le conseiller américain a présenté aux Nations Unies le plan de paix qu'il a élaboré et a reproché à l'autorité palestinienne qui a rejeté ses propositions de ne pas avoir la volonté de parvenir à la paix. Jared Kushner, gendre du président américain et artisan du plan de paix américain pour le Proche-Orient, a défendu devant le Conseil de sécurité des Nations Unies la nécessité de rompre avec les habitudes pour le plus difficile problème au monde. Il a donc présenté son plan pendant près de 2 heures avec cartes et graphiques montrant que les développements parallèles des colonies israéliennes et des aspirations palestiniennes allaient arriver à un point de non-retour pour la création d'un État palestinien.
Terminons avec le Canada. Le commissaire à la protection de la vie privée demande à un juge fédéral d'exiger de Facebook des mesures efficaces et précises pour s'assurer du consentement des usagers au traitement de leurs données personnelles. Le commissaire à la protection de la vie privée au Canada a donc saisi un tribunal fédéral pour déclarer que Facebook a enfreint les lois canadiennes sur la protection de la vie privée des citoyens. Le Canada lance ainsi, à l'instar d'autres pays, une procédure judiciaire contre le géant américain à la suite d'un scandale. Il est 12h20 dans nos studios. Actualité sportive, El Hadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour, Radio Directrice. On démarre par le football, le karaté avec les championnats d'Afrique, les compétitions qui débutent ce vendredi au Maroc. La championne d'Afrique, Mam Amina Diané, dans la catégorie des moins de 108 kg, défend son titre en comité. Maguette Boy, Mariama Sané devront aussi batailler ferme pour monter sur le podium en kata senior hommes et dames. Oumar Diop et Awa Faye feront également leur entrée en liste. Ces championnats d'Afrique qui ont débuté aujourd'hui et prennent fin dimanche. Plus de 20, le Sénégal a déplacé 25 combattants, dont 3 expatriés. Nous parlons de football. Comme chaque année, l'équipe publie son classement des gros salaires en Ligue 1. Dans ce classement dominé par Neymar et ses coéquipiers au Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye se classe 16e. Recruté l'été dernier, le Sénégalais touche environ 500 000 euros par mois. Il devance l'Algérien Islam Slimani avec 27e avec 380 000 euros. Foot féminin, les Lions vont prendre part au tournoi Dames de l'UFOA prévu du 25 février au 7 mars prochain. Outre le Sénégal et la Sierra Leone, pays hôtes, 6 autres nations seront présentes: le Libéria, la Gambie, le Mali, la Guinée Conakry, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. Les Lions ont bouclé hier un stage de 5 jours. Et puis la 9e journée de la Ligue 1 qui débute demain avec Teungueth FC, Mbour Petite Côte, Dakar Sacré-Cœur, Niary Tally, Diambar Jaraaf, fin dimanche, Casa Sport Cneps, Douane Ndiambour, Stade de Mbour, Génération Foot et Gorée contre AS Pikine. Et puis pour le compte de la Ligue 2, voici le programme. Samedi, Renaissance EJ Fatick, Sonacos Amitié, Jamono Fatick Demba Diop, Guédiawaye Wakam. Suite dimanche, Africa Promo Foot Duc, Keur Madior Thiès FC, fin lundi, Port contre Linguère de Saint-Louis. Le comité Sargal Abdoulaye Diaw, une association composée d'anciens joueurs et de journalistes, organise une conférence de presse depuis ce matin. Nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions avec Odile Minkilan. Et puis en basket, la fédération a entamé ce vendredi une formation pour les nouveaux commissaires et recycle donc les anciens. À travers cette formation, les fédéraux veulent combler le déficit et permettre aux futurs commissaires d'être en phase avec les nouveaux règlements. À terme, les commissaires peuvent postuler pour être des commissaires FIBA, nous dit Pape Bandania, expert FIBA. Mais chaque année, avant le début de la saison, les commissaires subissent un recyclage. Et cette année, le recyclage est doublé d'une formation de nouveaux commissaires. Parce qu'on s'est rendu compte que dans des zones un peu éloignées, il n'y a pas de commissaires, et les commissaires de Dakar ou de Thiès parcourent de très longues distances pour aller officier à Tamba, à Ziguinchor, ainsi de suite. Alors nous avons décidé en même temps dans cette zone-là de faire une formation de nouveaux commissaires. Les anciens doivent se recycler parce que le règlement de basket est très dynamique et ça change tous les ans. Le recyclage aussi nous permet d'évaluer le travail qui a été fait, de voir les manquements et de pousser les gens à s'améliorer. Je pense que le recyclage, c'est ça. Et deuxièmement, pourquoi le recyclage? Parce qu'au niveau de la FIBA, de temps en temps, il y a des compétitions, il y a des concours de commissaires au niveau FIBA, commissaires internationaux. Et donc, c'est dans ce vivier de commissaires nationaux que nous puisons les personnes qui sont pas encore atteintes par la limite d'âge pour faire office de commissaire FIBA. C'est ainsi que cette année, pour les licences 2019-2021, je pense que le Sénégal a présenté 4 commissaires nationaux qui ont obtenu la licence de commissaire FIBA. Donc le recyclage s'impose parce que c'est une mise à niveau tout à fait normale au niveau d'un corps technique. Je rappelle que le championnat de basket qui devrait démarrer le 8 a été reporté au 15 février à l'origine. De ce report, l'affiliation des clubs pour cette saison, les équipes masculines et féminines sont réparties dans des poules. C'est tout pour cette page des sports. Merci beaucoup, El Hadj Malick Ndiaye. Tout de suite, la page culture, c'est avec Amadou Moustapha Dia. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. J'ai voulu dégager d'une façon générale l'unité culturelle africaine et d'un autre côté animer l'histoire de tout le continent sur une période de 2000 ans au moins, sans solution de continuité. Maintenant que vous êtes titulaire du titre de docteur ès-lettres, après tant d'efforts et de persévérance, que comptez-vous faire? Je vais rentrer définitivement en Afrique noire
7 février 1986, 7 février 2020, 34e anniversaire du décès du professeur Cheikh Anta Diop. Plusieurs activités sont au programme après le panel initié hier à l'Université virtuelle du Sénégal. Aujourd'hui, vendredi 7 février, une conférence inaugurale sur le legs de Cheikh Anta Diop à la jeunesse africaine sera donnée par Boubacar Boris Diop à l'université Cheikh Anta Diop. Mais avant tout cela, nous avons suivi les marcheurs de Dakar à Ceytou qui sont actuellement à Ceytou pour la célébration de ce 7 février. Ces marcheurs, dirigés par Diouf Keman, reviennent à la charge et demandent que cette journée du 7 février soit inscrite dans l'agenda culturel et national du Sénégal. Écoutons Diouf Keman qui se trouve actuellement à Ceytou. Nous célébrons actuellement l'anniversaire de la disparition du professeur du savant Cheikh Anta Diop. Quand on est arrivé, on a tenu à ne pas aller directement au mausolée. Donc c'est aujourd'hui qu'on est parti au mausolée nous recueillir auprès de notre maître Cheikh Anta Diop. Et aussi avec la population de Ceytou, on est en train de faire des prières pour Cheikh Anta Diop pour que aussi que cette lumière puisse le trouver là où il soit. Et aussi nous faisons tout pour que les pèlerins, les gens qui viennent aujourd'hui à Ceytou, qu'on puisse les recevoir, déjà les parler de Cheikh Anta Diop, échanger avec eux et aussi leur parler aussi de la marche à Ceytou. Donc ce sont les activités principales que nous faisons aujourd'hui au niveau de Ceytou. Oui, ce que je tiens à dire est que c'est un manque de respect pour les autorités politiques, c'est un manque de respect pour nos dirigeants de prendre la date du 7 comme étant une date qui n'est pas importante pour eux. Parce que vouloir venir faire une cérémonie le 8, parce que le 8 c'est un samedi, moi je trouve que c'est manquer du respect à cette date. La grandeur de Cheikh Anta, et je trouve que c'est le 7 février qui est la date adéquate pour pouvoir célébrer cette date. Nous faisons cette requête auprès de nos dirigeants, auprès des États, auprès du ministère de l'Éducation nationale, pour qu'au moins cette date puisse être inscrite dans l'agenda culturel du Sénégal, et surtout au niveau du ministère de l'Éducation nationale, pour que la date de composition ne coïncide pas avec cette date de 7 février. Parce que si certains établissements doivent programmer leur composition à cette date, je pense que les élèves ne pourront pas se libérer pour venir assister à la cérémonie, pour venir célébrer la disparition de cet éminent professeur Cheikh Anta Diop. Donc je me dis que encore une fois de plus, une méthode que les gens sont en train d'utiliser pour essayer de mettre de l'ombre sur le nom et sur les travaux de Cheikh Anta Diop. Et nous leur demandons encore une fois de plus de revenir sur ces actes et de redonner à Cheikh ce qui appartient à Cheikh et décaler les compositions, les faire avant le 7 pour que tout le Sénégal puisse pouvoir fêter ça dans leurs établissements et se déplacer, venir au niveau de Ceytou. Au-delà de la dimension politique, de l'enseignement et de la pensée de Cheikh Anta Diop, il y a aussi la dimension culturelle qui revêt une importance capitale. Et cette dimension culturelle s'adosse à l'apprentissage des langues africaines. Voici le professeur Diallo Diop qui revient sur cette dimension de la pensée de Cheikh Anta Diop. Au-delà de nos diversités apparentes, il y a une profonde unité culturelle des peuples africains. Et si vous regardez bien, nous sommes le seul continent au monde où le désir d'unité des populations est aussi fort. En Europe, c'est le contraire. L'Europe va éclater. On parle de Brexit. Voilà. Ce sentiment-là, cette volonté unitaire des peuples africains, elle est unique sur la planète Terre. Et elle est liée à notre conscience diffuse d'avoir finalement subi le même sort historiquement, au moins dans les temps modernes. Les chartes nous montrent que c'est un sort commun de notre communauté depuis l'origine de l'humanité. Et que c'est sur ça que nous devons nous appuyer. Et la clé, c'est de nous doter d'une langue de travail, qui sera la langue d'unification. Même si ça ne tuera pas les autres langues, parce que nous ne sommes pas sectaires, nous ne sommes pas exclusivistes, mais nous voulons être opérationnels. Et bien le jour où l'Afrique s'unira et qu'elle recouvrera son statut de souveraine, on n'a jamais envahi personne. Mais on ne se laissera plus envahir par les étrangers, les non-africains. Les intellectuels africains, depuis le premier congrès des écrivains et artistes noirs de Paris en 1956, on dit que c'est le Kiswahili qui est la langue la plus apte à être langue d'unification. Et puis nous parlons du Festival international de Sédhiou qui s'ouvre ce vendredi. Plusieurs pays de la sous-région ouest africaine et de la diaspora sont présents
pour ce grand rendez-vous culturel du Pakao, nous dit El Hadj Omar Kanté, président du comité d'organisation. Tout est fin prêt. Depuis quelques jours, c'est plus ou moins l'effervescence à Sédhiou, avec l'arrivée des festivaliers et des équipes d'installation de tout ce qui est matériel de sonorisation et de mise en place vraiment de la cérémonie officielle d'ouverture. Là, nous sommes avec tous les autres qui ont voulu répondre présents à cette invitation. C'est une initiative de la commune de Sédhiou, donc qui a été entérinée ou avalisée par le gouvernement du Sénégal lors du Conseil des ministres décentralisé en 2015. Le communiqué final avait dit clairement qu'il fallait doter la région de Sédhiou d'un événement culturel d'envergure, à savoir la relance des journées culturelles de Sédhiou. Avec l'avènement de notre maire comme ministre de la Culture, ce projet a pu prendre forme et aujourd'hui nous sommes effectivement dans le lancement officiel du Festival international de Sédhiou. Un festival qui verra une panoplie de plateaux artistiques et autres prestations dignes des cultures anciennes de l'Afrique occidentale. Le directeur du centre culturel de Sédhiou, Alioune Keba Badiane, l'a dit au micro de Moussa Dramé. C'est vrai, le festival démarre aujourd'hui. Hier, on avait déjà fait un filage avec toutes les troupes de la commune et les troupes invitées. Les gens qui viennent pour le colloque, mais aussi les festivaliers, musiciens et les ballets de la région et d'ailleurs. Nous avons aussi des slameurs qui viennent du Burkina, il y a la Côte d'Ivoire qui est parmi nous. Donc aujourd'hui c'est aussi une activité avec la foire qui démarre. La Gambie voisine sera de la partie, mais aussi des gens qui viendront de France parce que nous avons un de nos enfants qui vit en France, qui se trouve être Yankuba Diabaté, le choriste, fils de Babou Diabaté, qui est attendu aussi avec son orchestre. Nous avons pensé aussi à cette diversité. Amener des gens du Nord, nous avons l'orchestre de Saint-Louis, de Djantubi de Saint-Louis, dirigé par Mama Sadio, qui est originaire de la Casamance, des panélistes qui nous viendront vraiment des contrées du Sénégal. Le thème générique de ce festival, c'est la culture facteur de cohésion sociale dans l'espace du Mandé. Parler de l'espace du Mandé, c'est aussi parler de la diversité de cet espace, des peuples qui y habitent. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.